Vous êtes sur Radio Echo, la voix de l'économie et de l'entreprise. Retrouvez l'interview avec Reda Rachid. Professeur Samir Grimes, bonjour et très heureux de vous recevoir. Bonjour. Vous êtes expert professeur en environnement et développement durable. Alors je vous ai invité préalablement à l'avènement de deux actualités sur lesquelles j'aimerais quand même vous faire réagir. Ce sont les incendies qui frappent actuellement le centre, la Kabylie et l'est du pays. Et puis, vous nous direz aussi quelques mots sur le 6e rapport du GIEC sur les changements climatiques qui vient donc de tomber. Alors, ces incendies, qu'est-ce qu'ils vous inspirent en tant que quelqu'un qui est expert lié aux questions climatologiques ? D'abord, en tant que citoyen algérien, je voudrais présenter mes condoléances aux familles des victimes civiles et militaires de ces incendies malheureux qui ont frappé le centre et l'est du pays. Donc ces incendies, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est statistiquement ces dernières années, presque la moitié des incendies de forêt qu'il y a en Algérie, c'est le centre et l'est du pays, en particulier un certain nombre de wilayas, donc Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, une partie de Skikda, et puis même des wilayas au niveau du centre du pays aussi. Et donc c'est pas nouveau. Ce qui est impressionnant cette fois-ci, c'est l'ampleur de ces incendies, avec plus de 70 départs de feu qui sont partis quasiment en même temps. Donc c'est quand même impressionnant, choquant sur le plan humain. C'est très très difficile. Nous avons vécu des moments affreux en regardant ces images à la télévision. Voilà, c'est difficile. Il ne faut pas non plus aussi perdre de vue toutes les implications environnementales de ces feux de forêt. Vous savez, ce sont des milliers d'hectares qui sont dévastés, avec toute la biodiversité qui a mis des siècles pour se mettre en place. Donc c'est pas quelque chose qui se construit en 24 heures, ni en 6 mois, ni en une année. C'est une succession écologique qui a besoin de temps, qui a besoin d'alternance entre des saisons et des années pour pouvoir se mettre en place. C'est très très difficile à comptabiliser. La facture écologique va être énorme. Et nous n'avons pas le droit aujourd'hui, dans un contexte mondial comme celui d'aujourd'hui, au niveau mondial, de vivre une telle perte. Donc les pertes humaines, elles sont déjà lourdes et très difficiles à supporter. Et les pertes écologiques, et derrière les pertes écologiques, c'est aussi les pertes économiques et sociales, parce que, vous savez, la biodiversité aujourd'hui, c'est un secteur qui est devenu presque marchand. L'agriculture se base sur la biodiversité. Voilà. Donc, il y aura des pertes qu'il va falloir estimer, évaluer et puis remonter la pente par la suite, parce que c'est très difficile. Nous ne sommes pas les seuls à vivre ce type de situation actuellement à travers le monde. À travers le monde et à travers la Méditerranée. Vous avez vu certainement les images récemment en Grèce, en Turquie, à l'est de la Méditerranée. L'année passée, les fameuses images au Brésil, juste avant en Australie, aux États-Unis. Mais la Méditerranée est un hotspot de tout. C'est un point chaud du changement climatique, c'est un point chaud des feux de forêt. Et la déforestation en Méditerranée, notamment par les feux de forêt, cause des dégâts majeurs qu'il va falloir vraiment anticiper à l'avenir. D'ailleurs, les experts qui ont travaillé sur le 6e rapport du GIEC sont d'accord pour dire que la Méditerranée va être l'un des endroits les plus chauds de la Terre, enfin, qui va augmenter plutôt en température considérablement, qui va être l'un des lieux les plus affectés. Écoutez, le 6e rapport, déjà, le 6e rapport du GIEC qui a été publié il y a quelques jours, il y a 2 ou 3 jours, juste pour mentionner l'ampleur ou de l'importance de ce rapport, le secrétaire général des Nations Unies lui-même, Guterres, a souligné le fait que c'est un véritable avertissement, une ligne rouge qu'on est en train de franchir, avec les dégâts qui sont occasionnés par les changements climatiques. Donc, quand vous regardez sur les télévisions du monde aujourd'hui, quand ils parlent du 6e rapport et du changement climatique, il y a 2 types d'images qui viennent à l'esprit et qui montrent d'ailleurs, ce sont les feux de forêt et les inondations. Ces derniers temps, l'Angleterre, l'Allemagne, qui ont vécu des inondations mortelles, la Chine aussi, et la Grèce et la Turquie pour les feux de forêt, et aujourd'hui l'Algérie. Donc forcément, ce rapport du GIEC est en train de nous interpeller de façon collective, mais aussi individuelle, sur notre responsabilité par rapport au changement climatique. Certains ont des responsabilités beaucoup plus importantes que d'autres, certainement, parce qu'ils ont participé à l'émission, à l'accumulation des gaz à effet de serre. En tout cas, ce rapport établit clairement la relation qui existe entre l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre
et l'augmentation de la température de la Terre. Et vous l'avez souligné, la Méditerranée est plus exacerbée, c'est-à-dire l'élévation de la température en Méditerranée avance plus vite qu'ailleurs. La moyenne en Méditerranée est bien au-dessus de la moyenne mondiale. Donc la Méditerranée est un des hotspots des changements climatiques. Et nous devons, en tant qu'Algérie aussi, parce que nous faisons partie de cet espace nord-africain, méditerranéen, Sahel aussi. Donc nous sommes vraiment dans une zone de confluence où les effets des changements climatiques associés à la désertification sont en train de s'amplifier de façon vertigineuse. Et vous appelez donc à la mobilisation de tous, et vous appelez sans doute nos autorités à mobiliser davantage, à communiquer sur ce volet-là pour que nous soyons plus sensibilisés, parce que c'est des choses qui vont sans doute être récurrentes maintenant. Écoutez, aujourd'hui, je le dis souvent, il faut territorialiser le changement climatique. Il ne faut pas qu'il reste à un niveau politique ou à un niveau décideur ou à un niveau institutionnel. Il faudrait que le chef d'entreprise, il faudrait que le président d'APC, il faudrait que le chef d'un établissement hospitalier, il faudrait, vous savez que l'OMS aujourd'hui est en train de nous dire, il y a un rapport très sérieux qui a été fait par l'OMS sur le déplacement des insectes qui sont vecteurs de maladies comme la malaria par exemple, qui sont en train de glisser vers le nord. Il y a un glissement des étages bioclimatiques du sud vers le nord qui fait craindre le pire pour un pays comme l'Algérie, parce que nous nous retrouvons dans une Algérie qui a investi énormément d'argent pendant ces 40 dernières années pour sortir d'un certain nombre de maladies qui sont des maladies à transmission par les vecteurs animaux, mais malheureusement les rapports de l'OMS et du PNUE sont en train de nous dire que les prochaines maladies seront des maladies dominées par les vecteurs. On le voit très très bien avec la pandémie au Covid, les premières hypothèses qui ont été émises sur les chauves-souris. Voilà. On ne revient pas sur ce débat qu'il y a eu, mais bon, les zoonoses et les maladies qui sont transmises par les... C'est-à-dire qu'on pourrait voir le paludisme davantage se rencontrer dans notre pays. C'est ce que dit l'OMS en tout cas, et c'est basé sur un croisement entre les scénarios climatiques, c'est-à-dire le réchauffement climatique, mais aussi la vitesse de propagation de ces insectes qui sont vecteurs de... Alors, si vous associez tout ça à la rareté de l'eau, donc vous savez que certaines maladies se développent quand il y a pas d'hygiène, ou quand il y a par exemple des problèmes d'eau, et donc c'est un vrai mélange explosif qui nous fait craindre les années à venir. Donc le changement climatique, très souvent quand on parle du changement climatique, on ne voit que la partie visible de l'iceberg, et c'est pas un jeu de mots. Donc la température, peut-être aujourd'hui on parle de plus en plus de l'élévation du niveau de la mer, de l'acidification, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière toutes ces transformations de l'aspect sanitaire au niveau planétaire et au niveau régional qui nous intéressent, voire au niveau sous-régional dans les pays du Sahel. Donc il faudra, je profite de votre antenne pour dire qu'il faut communiquer sur ce rapport, il faut le simplifier, il faut le descendre à l'échelle de la société tout simplement. Mais la tâche est immense parce que le problème dans les changements climatiques, c'est que pour lutter contre ces effets qui sont très affectants et dangereux pour l'avenir, on ne peut pas y aller seul, c'est-à-dire que c'est un travail qui doit être commun, général, parce que vous aurez beau bien faire dans un seul pays, et Dieu sait si les choses sont mal faites, mais on aura beau bien faire, si on ne fait pas tous ensemble, si le monde entier ne fait pas ensemble, eh bien nous n'y arriverons pas. C'est toute la difficulté et tout le challenge du changement climatique et de la biodiversité. Peut-être la biodiversité un peu moins, parce qu'il y a une biodiversité locale, il y a encore qui peut être contextualisé, mais le changement climatique, c'est un phénomène transfrontalier qui ne connaît pas de frontières. Les masses d'air, les masses d'eau circulent sur toute la planète. Il y a des échanges entre les régions, entre les pays, entre les territoires. Et donc aujourd'hui, quand quelqu'un émet des gaz à effet de serre aux États-Unis ou en Europe du Nord, eh ben le petit Africain de la région subsaharienne ou l'Asiatique du Sud-Ouest ou le gars qui se trouve en Patagonie, il va ressentir les effets désastreux de cette émission qui s'est faite dans l'hémisphère nord. Donc le changement climatique, malheureusement, ne connaît pas de frontières. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer la facture d'un certain confort de certaines sociétés, d'ailleurs. Voilà. Donc, oui. Il y a un terme qui n'est pas très utilisé par les espaces de négociation sur les changements climatiques. La solidarité, ça ne parle pas à certains gouvernements. Donc, et pourtant, le changement climatique, à la base, est une question de solidarité internationale aujourd'hui. Solidarité dans tous les sens du terme. Il y a des pays qui souffrent du changement climatique et qui n'ont pas les moyens
de réagir par rapport à ce changement climatique. Il y a des pays qui n'ont pas la capacité d'anticiper le changement climatique. Il y a d'autres pays qui n'ont pas la capacité de s'adapter aux dégâts occasionnés par les changements climatiques. Et pourtant, ils ne sont pas responsables de ces changements climatiques. Et donc, c'est une véritable solidarité internationale qui doit s'installer. Mais la solidarité, elle ne se décrète pas. Il faut trouver des mécanismes qui incitent ceux qui détiennent la puissance scientifique, technologique, financière, à pouvoir justement apporter leur part. Et puis, il y a aussi cette histoire de colibri qui pourrait être la plus belle des mascottes de l'environnement, qui, alors même qu'il était en discussion avec un autre animal et qui lui disait « mais je te vois prendre de l'eau avec ton petit bec et aller éteindre le feu, mais tu n'as pas l'impression que tu fais ça pour rien ?» Et au colibri de répondre que moi, au moins je fais ma quote-part, et c'est déjà beaucoup. Chaque acte compte. Chaque acte. C'est pour ça que l'adaptation au changement climatique ou la lutte contre les changements climatiques, c'est une politique publique à la base qui est menée par les gouvernements, mais c'est des actes individuels. Quand vous faites de l'économie de l'énergie chez vous, dans votre foyer, quand vous réduisez l'utilisation des ressources naturelles, vous adaptez au changement climatique en tant qu'individu, vous adaptez votre wilaya, votre commune, votre région, votre pays, votre continent, la planète tout simplement. Donc aujourd'hui, l'agglomération de ces millions d'actes ou des milliards d'actes qui sont faits individuellement, ça compte dans la balance climatique. Mais ce n'est pas suffisant parce que pour que les citoyens interviennent individuellement, il faut qu'il y ait un cadre aussi qui favorise cette intervention individuelle, y compris l'éducation, la sensibilisation, l'amélioration de la conscience. Les questions d'environnement ne sont pas encore entrées à l'école en Algérie, ou si ? Si. Dans toutes les écoles, dans tous les manuels scolaires, on leur parle dans l'éducation civique, dans certaines écoles aussi privées aujourd'hui, qui prennent des initiatives sur la culture écologique, voilà. Mais pas avec l'ambition que ça doit être. Personnellement, je dirais qu'on est en décalage total aujourd'hui. Quand vous prenez les manuels scolaires, les questions sur les changements climatiques, sur les services écosystémiques, simplifiés aux enfants. Qu'est-ce qu'on peut gagner en préservant un écosystème comme une oasis, par exemple, dans la région de Béchar? Qu'est-ce qu'on pourrait gagner en préservant la zone humide de Guerbès à Skikda? Qu'est-ce qu'on pourrait gagner en préservant le lac Tanga, El Qala? Que pourrait-on gagner en préservant la forêt de Senalba à Djelfa? Si je préserve la zone humide de Tamantet à Tamanrast, qu'est-ce que je vais gagner en tant que population locale, mais en tant que pays aussi? Donc aujourd'hui, si je ne suis pas fier de mon territoire, de mon écosystème, je ne pourrais pas le préserver. C'est une règle de base. Donc faisons aimer à nos enfants ces écosystèmes, cette nature, pour qu'ils soient en mesure de la comprendre et de la défendre. Donc aujourd'hui, dans nos manuels scolaires... Faisons aimer, ça signifie qu'il revient aux autorités de faire aimer. Bien sûr. Mais il faut qu'elles-mêmes en soient convaincues. Très bonne question, parce que j'ai l'impression parfois aussi que nos décideurs ne sont pas conscients des enjeux. Ce n'est pas qu'une impression, parce qu'on peut même le démontrer scientifiquement. Un certain nombre de décisions qui sont prises par un certain nombre de départements vont à contresens de ce que je suis en train de dire. Je prendrai un exemple tout simplement, un exemple très concret. C'est un exemple qui vient de l'entreprise, par exemple. Les barrages aujourd'hui en Algérie, on sait tous qu'on a un problème d'eau. L'Algérie se trouve, c'est une région à stress hydrique. Et on sait que l'adaptation au changement climatique, c'est de pouvoir rationaliser l'eau. C'est une denrée rare. Mais quand vous avez un barrage qui est envasé à 20 ou 30%, et quand vous avez 80 barrages calculés, je n'ai pas les chiffres précis, mais je sais que beaucoup de nos barrages sont envasés. Cet envasement, c'est une mobilisation d'eau perdue. Un, perdu parce qu'on a fait un investissement qu'on n'a pas rentabilisé, et deux, perdu parce qu'on est en train de perdre de l'eau qu'on aurait pu mobiliser. Et donc on est obligé d'investir encore davantage dans le dessalement ou ailleurs parce qu'on n'a pas été en mesure de maintenir une capacité nominale qui a été payée cher à la base. C'est juste un exemple. Je ne veux culpabiliser aucun secteur, mais ce sont ces gestes institutionnels, ces décisions qui sont prises au niveau des institutions qui doivent nous permettre justement de mieux améliorer notre résilience climatique.
Samuel Guimès, je voudrais vous ramener à l'entreprise algérienne et aux questions d'environnement. Alors, que doit-on attendre des entreprises algériennes dans la perspective d'un développement durable et d'une économie responsable? Est-ce que vous avez porté votre réflexion sur le rôle de l'entreprise dans les questions d'environnement? Oui, même si je ne viens pas de la sphère entrepreneuriale ou économique, mais ce sont des sujets qu'on est obligé d'aborder quand on travaille sur les questions environnementales. Vous savez, les pays qui ont réussi le challenge environnemental et climatique, ce sont les pays qui sont appuyés, 1, sur les parties prenantes, donc la société civile, 2, sur l'entreprise. La protection de l'environnement aujourd'hui est un secteur économique à part entière, entre guillemets, secteur économique. L'entreprise algérienne aujourd'hui est très loin de ces questions, malheureusement. Même s'il y a quelques bons succès, ou success story comme on aime bien le dire dans le jargon, mais l'entreprise algérienne est encore loin des standards en termes de développement durable, d'économie circulaire, de rationalisation des ressources, d'évitement du gaspillage. Récemment, j'ai été dans un jury d'un challenge sur l'innovation et j'ai vu une Algérienne expatriée à l'étranger qui avait présenté un projet pour lequel elle a été primée parmi les trois premiers, et elle avait travaillé sur une entreprise de fabrication de yaourts ou de fromage. Et à partir d'un logiciel, elle a pu démontrer à l'entreprise qu'il faisait dans le gaspillage au niveau du process de production lui-même. C'est-à-dire qu'il pouvait gagner 20% de plus. 20%, c'est énorme pour une entreprise. Quand vous avez, par exemple, une entreprise qui produit, je ne sais pas, des milliers de tonnes sur une année, 20%, c'est énorme. Donc, uniquement dans la réduction des gaspillages à la production, pas à la consommation, à la production. Et c'est une entreprise qui est quand même labellisée, qui est quand même une entreprise qui est certifiée en plus. Donc, il y a une marge de manœuvre extraordinaire pour les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises algériennes, tout à l'heure je parlais du cas du dragage des barrages ou des ports. Alors, il y a quelques années, je ne sais pas où ça en est la situation aujourd'hui, on avait 3 entreprises de dragage. Vous imaginez, quand vous avez une cinquantaine de ports et vous avez à l'époque, il y avait 65 ou 70 barrages, et on avait seulement 3 entreprises qui faisaient dans le dragage. Mais comment cela se fait-il, puisque l'entreprise est intéressée par tout profit? Pourquoi le profit n'est pas là? Non, justement, nos entrepreneurs n'ont pas compris qu'il y a de l'argent à faire, excusez-moi de le formuler comme ça, il y a de l'argent à faire dans le secteur de l'environnement. Donc ça veut dire que l'environnement était peut-être l'un des derniers domaines auxquels s'intéresse l'entreprise. Écoutez, mais elle va bientôt être forcée de s'y intéresser. Oui, mais nos entrepreneurs sont ouverts sur le marché international. Ils voient très très bien que dans la fabrication des composantes pour le photovoltaïque, pour un pays comme l'Algérie, c'est l'Eldorado. Ils voient très très bien que sur 13,5 millions de déchets ménagers assimilés, dont 50% pourraient être valorisables, c'est un autre Eldorado. Ils voient très très bien que dans le traitement du compost ou des déchets alimentaires de l'agriculture, c'est un autre Eldorado. Dans le bâtiment aujourd'hui, l'efficacité énergétique aujourd'hui, il n'y a plus de bâtiments. Enfin, normalement, dans les cahiers des charges il y a eu même un projet qui a eu quelques succès avec Ecobat à l'époque sur les normes d'efficacité énergétique dans le bâtiment, soit dans les doubles toitures, des doubles vitrages, dans les couvertures de toiture. Donc aujourd'hui, mais il n'y a peut-être pas de demande en ce sens de la part des ordonnateurs. Non, moi je sais que dans les cahiers des charges, par exemple, c'est une obligation aujourd'hui. Dans les cahiers des charges de la construction, c'est une obligation. En tout cas, dans les cahiers des charges publics. Et je vois même... Est-ce que c'est respecté au final, à la fin des Oui, mais ça c'est un autre débat. Entre le cahier des charges et la réalisation, ça c'est un autre débat. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là parce que je ne suis pas peut-être qualifié pour le faire. Mais ce que je sais, c'est, vous me posez la question, pour l'entreprise algérienne, qu'est-ce qu'elle peut faire? Moi je vous dis, il y a un Eldorado en Algérie pour les entreprises dans le secteur, entre guillemets, environnement et changement climatique aujourd'hui. Après... c'est pas suffisant. C'est pas parce qu'il y a des opportunités où il y a un potentiel que nos entrepreneurs ils vont réussir. Donnez-nous vous avez parlé de success story en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les entreprises qui se sont manifestées par de beaux faits d'armes, s'il y en a? Et puis, est-ce que j'ai plus cette impression que ce sont souvent les multinationales qui viennent là, qui aiment bien en tout cas afficher qu'elles sont performantes sur les questions d'éthique environnementale. Maintenant, dans la réalité des faits, je ne sais pas ce qu'il en est vraiment. Alors, je vais donner peut-être deux exemples d'envergure et un ou deux exemples de moindre envergure, mais qui ne sont pas moins importants. L'entreprise Zahana sur la cimenterie, aujourd'hui, réutilise l'eau pour le refroidissement au niveau de la chambre humide. Donc voilà, il y a un exemple où il y a de la réutilisation de l'eau
dans le circuit industriel. Ça, c'est un bon exemple pour moi. Et je crois même qu'il y a eu une volonté de faire 2 autres projets pilotes dans ce sens. Et puis, 4 unités de Sonatrach à Hassim Saoud notamment, et voilà, qui sont certifiées sur le management environnemental, SME, donc les systèmes de management environnemental énergétique, voilà, système de management énergétique. Donc 4 entreprises qui sont dans le sud et qui sont certifiées, ça veut dire qu'elles ont intégré dans l'ensemble de leur process de production, de fabrication, d'extraction, d'utilisation de la ressource, le système de management énergétique. Ça veut dire que les moindres pertes possibles. Donc, voilà, des grosses entreprises qui sont certifiées dans ce sens-là. Et puis, je peux citer d'autres petits exemples. Moi, j'ai vu c'est peut-être la deuxième catégorie qui est peut-être intéressante. Ce sont ces petites initiatives que j'ai pu voir, un groupe d'architectes à Oran qui a conçu un petit village touristique, mais qui est complètement efficace énergétiquement. J'ai vu aussi quelqu'un du sud de Gardaya qui faisait de l'aquaculture intégrée. Donc, il utilisait l'eau de l'aquaculture pour irriguer de l'agriculture. Donc des salades, enfin des produits végétaux qui étaient consommateurs d'eau. Et puis les rejets de l'aquaculture, donc les fesses, les produits des poissons, étaient utilisés comme fertilisants. Donc c'est de l'agriculture intégrée à l'aquaculture. C'est vraiment à petite échelle. Mais ce sont ces exemples que j'ai envie de mettre en lumière aujourd'hui, parce que l'adaptation au changement climatique, c'est ça aussi. Et puis l'économie circulaire, c'est ça aussi. Donc c'est possible de réussir. Est-ce qu'il y a des encouragements fiscaux de la part de l'État pour soutenir des projets qui sont environnementaux, qui sont soucieux de l'environnement ? Merci de me poser cette question. Parce que tout à l'heure, je disais, l'opportunité ou le potentiel ne fait pas le succès de l'entreprise. Il faut que l'État aujourd'hui apporte sa part à l'édifice. Quand vous êtes entrepreneur et vous voulez... Allez, je vais prendre un exemple qui est très très peu fait en Algérie. Vous voulez par exemple recycler le verre. Très peu de gens recyclent le verre en Algérie. On recycle du papier, on recycle du plastique, on recycle des huiles usagées, mais très très peu de gens recyclent le verre. Et si vous ramenez une machine et vous l'importez, pourquoi je devrais payer ? En tant qu'État, il est possible que j'exonère tout simplement, ou alors je réduis à leur plus simple expression, la taxe douanière d'une telle machine. Je devrais peut-être prioriser au niveau du secteur bancaire. Quand j'ai 2 ou 3 investisseurs qui viennent, quand j'ai quelqu'un qui vient avec un process ami du climat ou de l'environnement, un process qui est moins polluant, il est prioritaire. Si je n'ai pas suffisamment d'argent, je lui donne à lui, je ne donne pas à l'autre. Donc l'État devrait, à mon avis, explorer ces voies qui devraient encourager et inciter les détenteurs d'argent, les bailleurs ou les investisseurs à aller vers ce créneau. 1. En réduisant les taxes au niveau douanier. 2. En accordant des crédits de manière rapide, prioritaire. 3. En allongeant la période de remboursement des crédits. Et 4. Des bonifications. Il y a d'autres formes de bonification fiscale aussi qu'on pourrait faire pour ces investisseurs. C'est le seul moyen de les capter, parce que ces gens-là, ils peuvent aller fabriquer des nouilles, ou ils peuvent aller fabriquer autre chose. Mais s'ils trouvent un terrain favorable, et en plus d'un acte citoyen, et à côté de ça, vous avez l'État qui a organisé le cadre financier et institutionnel pour les accompagner, des formations aussi. L'État peut prodiguer des formations pour les gens qui veulent investir. Vous savez, l'ancêtre de l'ENAD, enfin l'ANSEJ, aujourd'hui c'est l'ENAD, c'est ça ? Donc la nouvelle formule de financement aujourd'hui, moi j'appelle de tous mes voeux pour que cette nouvelle ANSEJ puisse prioriser ces métiers verts, ces métiers bleus, ces métiers de l'environnement, ces métiers qui en fait nous font des économies sur une facture qu'on paye très très cher sur les dommages environnementaux. Alors, un indice qui pourrait nous donner une belle vision de ce que fait l'État, le gouvernement. Quelle est aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de ce qu'est la part globale du budget consacré à l'environnement dans la masse globale qu'est le budget de l'État ? Je peux déjà vous dire qu'elle est parmi les dernières. C'est-à-dire le budget du secteur de l'environnement est parmi les derniers. Mais est-ce qu'il est en progression ? Mais en soi, sincèrement, ce n'est pas un problème. Je vais vous dire pourquoi. Le seul secteur qui peut peut-être se passer du budget de l'État au sens primaire du terme, c'est le secteur de l'environnement. Parce que nous avons toute une fiscalité écologique, vous avez 11 taxes écologiques. Si elles fonctionnaient correctement,
Le secteur de l'environnement n'a pas besoin de... Voilà. Ou alors, il aura besoin juste d'un budget de fonctionnement ou budget d'équipement. Et elles ne fonctionnent pas parce qu'elles ne sont pas prélevées. Il y a tout un... Alors, la fiscalité écologique, c'est un sujet... D'abord, on fera une émission. Oui, mais juste peut-être deux petits mots, 3 mots par rapport à cela. Il y a un problème de recouvrement. Il y a un problème de recouvrement parce que la perception au niveau local, au niveau des impôts, il n'y a pas d'incitation, pas suffisamment. Et puis, vous savez, un système fiscal écologique, pour qu'il fonctionne bien, il doit avoir une base d'observation et d'évaluation environnementale solide. Comment vous voulez calculer l'assiette fiscale si vous n'êtes pas en mesure de démontrer ce que cet industriel, qu'est-ce qu'il a pollué? Donc vous devez être en mesure de calculer sa base fiscale. Donc aujourd'hui, on est dans l'incapacité, je le dis de façon très, très simple et sans aucune provocation, on est dans l'incapacité de calculer de manière correcte un certain nombre d'assiettes fiscales. Alors Samir Guimès, une série d'événements internationaux vont se dérouler en série à la rentrée sociale. Comment qualifier chacun de ces événements, et la COP26 de Glasgow en particulier, sur les changements climatiques? Écoutez, l'automne 2021 va être spécial. Va être spécial parce que, je dirais, il y a 4 événements majeurs. Et si je rajoute un événement en février 2022, donc on aura à peu près, en l'espace de 4-5 mois, on aura 5 événements planétaires majeurs. Le premier, c'est en septembre. C'est le sommet sur les systèmes alimentaires. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en la fin juillet, je crois que c'est le 25, 26, 27 ou le 26, 27, 28, à Rome, il y a eu un pré-sommet sur les systèmes alimentaires. Et quand je dis système alimentaire, c'est toute la transformation des systèmes alimentaires au niveau mondial. On le voit aujourd'hui, on arrive à une espèce de mur sur le plan aussi sanitaire, parce que le système alimentaire mondial aujourd'hui est en train de générer des maladies qui coûtent très cher aux différentes sociétés. Mais les systèmes de production aussi alimentaire, industrialisés, intensifs, aussi bien en agriculture qu'en pêche, sont en train de compromettre la biodiversité mondiale, qui elle-même, elle est à la base de la vie au niveau de la Terre. Donc voilà, il y a un gros sommet qui je ne dirais pas qu'il se prépare, parce qu'il s'est déjà préparé, et puis vous savez, il y a les sommets, en fait. Il est organisé par qui? C'est la FAO. Voilà, donc c'est le système des Nations Unies, c'est la FAO. Il est à Rome. Mais ce que je dis souvent, c'est que les sommets, c'est pour prendre les décisions, parce que les décisions ont été préparées et maturées avant. Juste derrière, vous avez la conférence des parties sur la biodiversité, la COP de la CDB. Et juste derrière, vous avez le congrès mondial de l'UCN sur la protection de la nature. Et juste derrière, vous avez la fameuse conférence de Glasgow, la 26e COP des changements climatiques. Et en février, vous avez le sommet mondial des océans et des mers. Et donc, je veux dire, l'avenir planétaire des ressources naturelles se jouera en termes, en tout cas, de grandes décisions pendant cette période-là. Alors, de Glasgow, on est d'accord pour dire que, pour une fois, donc à travers le rapport des experts du GIEC, on s'est mis d'accord pour dire que la planète est en danger. Je dis ça parce que ça n'était pas tout à fait le cas jusqu'à maintenant. Il y avait quelques divisions parmi les experts. Aujourd'hui, tout le monde semble d'accord. Et on attend de Glasgow des décisions politiques. Alors justement, l'Algérie va y être représentée. Quels seront ses messages, ses principaux engagements, ses principales recommandations? Question très difficile. Très difficile, parce que c'est difficile de dissocier le poids d'un pays dans un tel processus. Non, mais je voudrais juste savoir que l'Algérie part avec quelles convictions? Des convictions affichées, en tout cas, si je me réfère au plan national climat, parce que c'est ça la feuille de route du gouvernement. Le plan national climat a été adopté par le gouvernement en septembre 2019. Donc pour moi, c'est ça la feuille de route du gouvernement algérien en matière de changement climatique. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un autre document stratégique de l'Algérie. Ensuite, il y a la contribution nationale déterminée qui a été transmise en 2015 au secrétariat des Nations Unies à la veille de la COP 21. Et ce sont les ambitions volontaires du pays en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tout le monde se rappelle qu'il y avait entre 7 et 22, entre conditionnel et inconditionnel. Donc conditionnel à l'appui extérieur et inconditionnel fonds propres de l'Algérie. Entre-temps, la situation a évolué.
Est-ce que l'Algérie va rester sur ces chiffres-là? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je m'excuse. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Donc, voilà. Mais ce que je dois dire, aujourd'hui, l'Algérie est un pays d'adaptation à la base. Ça, c'est le premier message politique. L'Algérie est un pays qui doit s'adapter. Et elle doit s'adapter très vite, parce qu'on le voit très très bien, avec le nombre d'inondations que nous avons eues, avec le nombre d'incendies de forêt que nous avons eues, avec la vitesse de la désertification que nous subissons, avec l'apparition d'un certain nombre d'espèces non indigènes qui sont thermophiles, qui sont associées à l'élévation de la température. Donc il y a un certain nombre de manifestations directes du changement climatique. Nous sommes un pays à stress hydrique et on le vérifie, on le vit quotidiennement. Les investissements publics pour répondre à la demande de l'eau potable est une question d'adaptation et qui est vitale pour le pays. Donc aujourd'hui, l'Algérie... En même temps, l'Algérie n'est pas un gros pollueur. Du tout. Non seulement pas un gros pollueur, mais surtout n'a quasiment aucune responsabilité sur les émissions de gaz à effet de serre. L'Algérie et l'Afrique de manière générale. Je me rappelle en 2015, l'Afrique c'était moins de 4%, bien loin des 4%, en deçà des 4% sur les émissions globales des gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc l'Algérie et l'Afrique sont des victimes du changement climatique finalement. Sont des victimes du changement climatique. Et donc l'Algérie devra encore, je l'espère, défendre cette position. Défendre cette position parce que les pays qui sont responsables historiquement des émissions de gaz à effet de serre et qui le reconnaissent, ils le reconnaissent eux-mêmes. Ils avaient pris des engagements, ils ont toujours pris des engagements pour apporter l'appui nécessaire à l'action climatique mondiale. Et ça ne s'est pas fait. Donc c'est à eux de donner l'exemple d'abord. Oui, mais il faudra le leur rappeler de manière claire et sans équivoque. La pandémie Corona, elle aura apporté malgré tout du baume au cœur de l'environnement en gelant un petit peu certaines activités industrielles pendant un temps. Et on a vu les animaux reconquérir les villes et les sentiers où elles n'étaient plus. C'est un message il serait illusoire en tout cas, voire même contre-productif, de véhiculer ce type de message. Je vais dire pourquoi. Parce qu'effectivement, on a observé un peu partout dans le monde, à une échelle très localisée, très locale, les effets bénéfiques du confinement. On a vu apparaître des dauphins dans le port de Naples. On a vu que la qualité de l'atmosphère s'est améliorée dans un certain nombre de capitales mondiales. Des eaux se sont clarifiées. Des eaux se sont clarifiées. Des espèces qui ont réapparu dans des forêts. Donc on l'a vu. Mais c'est un effet ponctuel. Ça ne peut en aucune manière compenser les dégâts qui ont été occasionnés par le développement humain. Et le GIEC, dans ce 6e rapport, justement, il est en train de souligner la responsabilité de l'homme dans la dégradation du climat. Et l'emballement climatique récent est encore dû justement à la non-action de la communauté internationale et des pays les plus responsables des émissions de gaz à effet de serre. Alors, parmi les climato-sceptiques, il y a ceux qui préfigurent une domination économique néocoloniale dissimulée sous des enjeux et oripeaux climatiques et environnementaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Je souscris pleinement. Vous savez, aujourd'hui, la puissance prend d'autres définitions. S'il y a 50 ans, quand on parlait de puissance, la puissance c'était peut-être la puissance militaire. Aujourd'hui, elle est technologique, elle est scientifique, elle est financière. Et quand vous avez tout ça dans les mains d'un groupe de pays très réduit, c'est-à-dire une combinaison de la puissance financière, technologique, scientifique et financière, et si vous rajoutez en plus la puissance militaire, vous avez des pôles aujourd'hui qui font même base sur une approche, on va dire, mondiale par rapport aux ressources. Il y a une compétition vers les ressources naturelles, mais je reviendrai à la question climatique. Dans les pays africains, par exemple, il y a eu une vraie course frénétique vers l'extraction des ressources, et notamment des terres rares, aujourd'hui. Mais qui est derrière cette compétition? Ce sont justement ces pays qui ont été responsables des émissions de gaz à effet de serre. Ce sont ces pays qui ont construit leur confort socio-économique en s'appuyant sur les ressources naturelles des continents africains, asiatiques et sud-américains. Donc aujourd'hui, je me rappelle d'une déclaration de l'ancien président américain de l'administration Trump et qui disait que la puissance ou le leadership, je reprends ces termes, le leadership
technologique et scientifique des États-Unis d'Amérique n'est pas négociable. Sur la question climatique, leur leadership, quand ils se sont retirés de l'accord de Paris sur le climat, c'est-à-dire qu'ils se sont retirés, ils se sont mis en retrait, mais ils ont tenu à garder leur leadership scientifique et technologique sur les réponses climatiques. Donc aujourd'hui, vous savez, il y avait, à un moment donné, il y avait dans les négociations, il y avait cette idée, je ferai le parallèle avec le secteur sanitaire. Vous vous rappelez les génériques d'un certain nombre de médicaments, traitements pour la trithérapie du sida ou d'autres maladies qui sont à grande échelle et qui affectent des pays africains qui sont très pauvres. À un moment donné, il y avait beaucoup de pays qui allaient vers l'OMS pour demander à ce que ces génériques, que ces pays soient autorisés à produire ces génériques gratuitement, sans payer de royalties sur la formule de base. Certains pays, notamment sud-américains, ont eu cette idée aussi pendant les négociations climatiques en disant certaines technologies amies du climat et qui sont détenues par des puissances technologiques et scientifiques devraient être partagées gratuitement. Voilà. Vous avez tiré le maximum du climat, rendez-nous un peu de cela en partageant cette technologie, ces brevets avec les pays pour leur permettre justement d'avancer plus rapidement sur l'action climatique. Donc, il n'y a pas eu de réponse positive de ces puissances, justement, parce qu'ils veulent garder sur ce leadership. Et donc, il y a beaucoup d'intérêts. Les intérêts financiers derrière cette réponse climatique se chiffrent en milliers de milliards de dollars. C'est énorme. Alors, évidemment, ce n'est pas pour encourager les pays de plus petite dimension. Samuel Guimès, il y a urgence pour l'Algérie, malgré tout, de s'investir dans une politique audacieuse dédiée à l'environnement. Je pense que vous partagez cet avis. Alors, par quoi faudra-t-il commencer si d'aventure nous n'avons pas encore vraiment commencé? Avoir une vision. Car on ne l'a pas, toujours pas. Non, on a une vision fragmentée. Avoir une vision claire. Il faut qu'aujourd'hui, l'environnement est je dirais le développement durable de manière générale, pas que la protection de l'environnement, parce que l'économie circulaire, l'économie verte, l'économie bleue, enfin toutes ces facettes de l'exploitation rationnelle et durable des ressources naturelles, aujourd'hui c'est le moteur des sociétés. Il n'y a aucune économie puissante au monde qui peut compromettre ces ressources parce qu'elle est basée sur la santé humaine, la santé animale, la nourriture humaine aujourd'hui. Tout ça, c'est basé sur la préservation des écosystèmes et des espaces naturels. C'est ce qui va être discuté lors du sommet sur les systèmes alimentaires. Et c'est ce qui va être discuté lors de la COP sur la biodiversité. Et c'est ce qui sera discuté indirectement au niveau de Glasgow. Parce qu'aujourd'hui, il y a un lien qui a été établi entre le risque, mais certains spécialistes aujourd'hui vous disent que nous sommes en train d'entrer dans une 6e phase d'extinction d'espèces. C'est de façon... Vous savez, le responsable de cette extinction, c'est une espèce. C'est l'être humain. Donc, celui qui sera responsable de l'extinction de la biodiversité, c'est un élément de cette biodiversité. Sinon, c'est l'être humain. Il va disparaître lui-même. Et donc, aujourd'hui, moi je reviens au message peut-être à nos politiques, à nos décideurs, à notre gouvernement, c'est qu'il faut développer une vision claire par rapport à la protection de l'environnement, la protection des ressources naturelles. Vous savez, j'ai été très ravi. J'ai applaudi de toutes mes mains quand un certain nombre de dispositions ont été introduites dans la Constitution, où on a donné plus de puissance, aussi bien dans le préambule que dans certains articles sur la protection de l'environnement, la préservation des ressources en eau, la préservation des ressources naturelles. Mais il faut que tout ça soit décliné dans les réglementaires. Aujourd'hui, nos lois ne sont pas en phase avec notre Constitution sur la question environnementale. Nos lois ne sont pas en phase avec notre Constitution sur la préservation des ressources naturelles. Vous savez, je prends juste un exemple, mais vraiment un exemple. C'est celui des ressources biologiques. Nous avons une loi sur les ressources biologiques et Dieu seul sait, quand je dis ressources biologiques, aujourd'hui, il y a un vrai commerce international, une vraie mafia internationale qui s'est organisée autour de la biodiversité. Il y a un transfert de la biodiversité, des ressources génétiques et des sommes colossales qui sont derrière pour des fabrications. Quand je dis une mafia, bien sûr, en col blanc, hein, c'est-à-dire que des gens qui prennent des... Et en blouse blanche. Et en blouse blanche, et voilà. Des gens qui vous prennent une espèce pour fabriquer un traitement pour le Parkinson, par exemple. Aujourd'hui, vous avez une loi sur les ressources biologiques et vous n'avez pas quelque chose qui était prévu par la loi.
C'est par exemple l'autorité nationale d'accès aux ressources biologiques. Vous n'avez pas un instrument qui était prévu par la loi, c'est le registre national d'accès aux ressources biologiques. Cette autorité, ce registre, c'est ça qui va nous permettre de lutter contre la biopiraterie. Donc il faut que l'État soit cohérent avec lui-même. On met en place une constitution, il faut que les lois suivent derrière, il faut que les textes d'application suivent derrière, et il faut surtout que les institutions et les entités qui ont été créées agissent en conséquence. Il faut refuser toute forme de diktat par rapport aux ressources naturelles du pays, parce que c'est ça notre avenir. Le citoyen dans tout cela, doit-on aussi l'engager en termes de responsabilité ? Vous connaissez un pays qui a réussi sa politique environnementale sans citoyen ? Non, je ne connais pas. Mais il faut que le citoyen, il faut l'amener à être en accord, à donner son accord et à accepter aussi. C'est pas facile, c'est une tâche qui peut être longue. C'est de la responsabilité, encore une fois, des institutions publiques. Aujourd'hui, ce citoyen, on voit un certain nombre de comportements irresponsables vis-à-vis de la nature. On voit des gens dans la forêt de Yakouran, ou dans la forêt de Senalba, ou dans la forêt de Msila, du côté de Ain Mouchen, des forêts que j'ai visitées, et malheureusement des paysages en aluminium et en verre et en plastique. Ce n'est pas normal, c'est pas ça l'Algérie dont on rêve et dont on rêvera toujours. Ce n'est pas normal que notre citoyen se comporte comme ça. Mais ce citoyen algérien, c'est un citoyen intelligent, on l'a vu. Il y a eu un certain nombre d'événements pendant le Covid, pendant les feux de forêt. Il a su faire abstraction d'un certain nombre de considérations pour se mettre à la disposition de la collectivité, on va dire ça comme ça. Donc, cette forme d'intelligence, elle existe. Et surtout, nous avons une histoire dans le rapport avec la nature, dans la réduction des gaspillages des ressources, dans l'utilisation de ressources naturelles, dans l'économie de l'eau, dans l'économie de l'espace. Nous avons des traditions. Nos architectes devraient se retourner sur là. Il faut aller dans la région de Mzab et voir comment on construisait à l'époque et comment on faisait de l'efficacité énergétique il y a 2 siècles au niveau de la région de Mzab. Donc aujourd'hui, notre citoyen, il faut le remettre dans le bon sens. Et pour le remettre dans le bon sens, il faut retravailler sur les manuels scolaires. Il faut vraiment que... au passage, le rôle des médias est capital pour l'éducation du citoyen, parce que le citoyen, vous savez, il est un peu partout en Algérie, dans des coins reculés, dans des villages, dans des douars, dans des mechtat, il est dans des oasis, et partout, vous avez soit la radio qui arrive, soit la télévision, soit Internet. Utilisant ces vecteurs, et les journalistes, je pense les médias de manière générale, ont un rôle fondamental dans cela. Vous disiez que nous avions certaines traditions qui véhiculaient le respect de la nature. Le respect de la nature, mais il y a mieux, il y a la religion, oui, qui est rappelée dans les mosquées, et ça ne suffit pas. Écoutez, je ne suis pas ministre des Waqf et des affaires religieuses, mais j'aimerais bien qu'on crée une année environnement dans nos mosquées. On a bien fait une année de la culture arabe, une année de la culture islamique. Allez, pour une année, on va considérer que l'acte de protéger l'environnement est un acte religieux. C'est vraiment se rapprocher de Dieu. Alors, dédiant pendant une année, au moins, je ne vais pas dire toute l'année, une dizaine ou une quinzaine de prêches dans toutes nos mosquées sur les questions de l'environnement. Une fois par rapport au gaspillage, une fois par rapport aux déchets, une fois par rapport à l'eau, une fois par rapport à l'hygiène publique. Voilà. Alors, entre les autorités et le citoyen, il y a, vous l'avez rappelé, les médias. Justement, j'aimerais savoir, il y avait un beau projet que vous avez initié avec d'autres pour donner un prix au meilleur journaliste qui aura consacré un article ou une vidéo ou un audio sur dans le domaine de l'environnement. Le prix devait être rendu le 21 juin. Puis on n'a plus de nouvelles. Non. Alors d'abord, j'apporte un rectificatif. J'ai été invité à faire partie de ce projet qui a été initié par le club de spéléologie de Ain Beda avec une boîte de com, c'est KPB. Je ne me rappelle pas du nom exact. Je vais me taper sur les doigts, mais c'est pas grave. J'ai été invité de présider ce jury. Et ça a été repoussé pour différentes raisons, parce qu'il y a eu trop de demandes et les délais qui avaient été arrêtés ne permettaient pas à tout le monde de pouvoir déposer leur candidature. Donc il y a eu un rush sur l'Ahor. Et puis en réflexion collective, on a considéré que septembre était plus opportun avec la reprise sociale pour donner un peu plus de poids à l'événement. Et puis voilà, cet événement est important parce que pour moi, les journalistes sont les diffuseurs de l'éco-citoyenneté. Et c'est important. Les enseignants également. Oui.
Samuel Guimez, je vous remercie pour votre éclairage. Merci à vous. Thank you.